Bonjour à toutes et à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo Mercato number 7. Alors c'est des formats courts de vidéo, tout simplement parce que les infos, il y en a pas tant que ça. Mais il y en a quand même, donc on va pouvoir en discuter, puis on va parler un petit peu de l'actionnaire minoritaire. Romain Moulinock qui est quand même assez bien calé sur ce type de sujet. On a dit un petit peu plus sur cette histoire d'actionnaire minoritaire, j'y reviendrai, parce que j'ai un petit peu regardé de mon côté aussi. Mais on va commencer déjà par les infos mercato. Alors on va commencer par la polémique autour de Jonathan Klaus. Hein. L'info c'est qu'il n'a pas renouvelé son contrat. Je suis pas étonné du tout, je m'en doutais. Voilà, il a deux clubs intéressés, Chelsea et l'Atlético Madrid, s'il vous plaît, messieurs, dames. Moi, je vais vous donner mon avis, parce que j'ai aucune info là-dessus. Hein. Mon avis, c'est qu'il doit partir. Voilà. D'une part, parce qu'il a 30 ans, qu'il n'aura jamais pu ces opportunités-là, même s'il viendrait à faire une troisième saison de qualité. Je pense que ça serait un peu plus compliqué pour lui. La deuxième chose, c'est que parce que s'il renouvelle pas son contrat, faut le vendre tout de suite. Il n'y a même pas à chiquer. On va pas les perdre un joueur gratuitement, à moins qu'on vende deux joueurs pour 100 millions d'euros et qu'on n'ait pas besoin de le vendre. Mais ça m'étonnerait, je pense qu'il va vouloir partir. Alors, sur ce sujet-là, ça fait polémique parce que j'ai vu pas mal de tweets sur Jonathan Klaus assez durs. En fait, ce que je reproche à une partie de la communauté lensoise sur le sujet, c'est qu'elle est un peu schizophrène, cette partie-là. C'est-à-dire que elle est dans une peur de perdre le groupe Seco, si je l'appelle comme ça, c'est-à-dire le groupe de joueurs actuel qui fait les beaux jours du Racing Club de Lens depuis 2 saisons en Ligue 1. Le problème, c'est que rien n'est éternel, que les joueurs passent et que le club reste. Mais d'un autre côté, ils sont capables. Enfin, alors, si vous voulez, ils ont peur de perdre ce groupe-là parce qu'ils ont peur que derrière ça soit moins bon et que la parenthèse enchantée. Voilà, eux, ils sont en mode parenthèse enchantée. C'est impossible qu'on continue à faire aussi bien. C'est ça qu'ils pensent. Une partie de la commune, ils réagissent comme ça. Le problème, c'est que tu peux pas être dans cette peur que tout se casse la gueule et tweeter il faut mieux le garder, il partira gratuitement. Parce qu'il y a 4 descentes, mais c'est complètement dingue. C'est complètement dingue parce que là, c'est 10 millions d'euros. Hein. Alors ça sera, je pense, entre 7 et 10 millions d'euros avec ou hors bonus, on sait pas, selon les performances, etc., le nombre de matchs joués. Mais clairement, tu l'as acheté 0 € le joueur. Et t'es le 16e budget de Ligue 1. Tu vas cracher sur 8 millions d'euros avec un investissement de zéro. Non mais faut être fou. Faut le vendre. Jamais on le vendra plus cher que ça. D'ailleurs, je pense que c'est le meilleur prix, il sera jamais plus haut. Et d'ailleurs, s'il prolonge pas, il sera zéro puisqu'il partira libre. Je pense que c'est dans l'intérêt d'aucune partie. Donc c'est vrai que c'est bizarre ce genre de... Moi ça me perturbe un petit peu, si vous voulez. Parce que je trouve ça un peu étrange qu'on attaque Jonathan Klaus sur ce sujet-là, alors que le joueur a fait 2 saisons pleines chez nous, il a jamais triché, il a toujours mouillé le maillot, le fait qu'il soit à Lens, l'exposition et son grand rendement lui a permis de lui ouvrir l'équipe de France. Alors c'est pareil, hein. Je vois beaucoup qui disent que c'est fini, mais moi je pense pas que ça soit fini pour l'équipe de France. Je pense pas que Dédé va tout révolutionner sur le dernier rassemblement, surtout s'il y a des joueurs qui se cassent la gueule. S'il prend des joueurs qui se cassent la gueule, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre qui? Voilà, moi c'est ça le problème. Moi je pense qu'il n'y aura pas de grande surprise pour les 2 derniers matchs. Maintenant il va falloir les gagner les 2 pour être sûr de ne pas descendre en Ligue B, ce qui serait quand même une extraordinaire catastrophe et qui pour moi signerait déjà en bas de la page le pré-licenciement de Didier Deschamps. Je pense que pour pouvoir continuer, il faut qu'au moins il fasse une demi-finale de Coupe du Monde et qu'il reste en Ligue A de la Nation Cup, même si c'est de la merde la Ligue des Nations. Tout le monde le sait, hein, c'est des matchs de merde, mais ça fait depuis 2018 où on est quand même un peu vacillant et il n'a pas trouvé la solution. L'arrivée de Benzema l'a pas trop aidé parce qu'il trouve encore moins la solution, même si on la connaît la solution. Hein. C'est virer Griezmann et faire rentrer Giroud dans le groupe parce que Griezmann, à part un super début de saison à la rentrée, pour moi il a plus sa place dans le groupe France ou alors sur le banc. Mais même quand il rentre du banc, il est pas fameux.
Mais voilà, Jonathan Klaus, il a encore une chance d'aller en équipe de France, clairement. Alors, dans cette optique-là de départ, un nom a un petit peu circulé sur Twitter, et je le corrobore, j'appuie dessus, c'est Tcherno Baldé, qui m'a été confirmé, voilà, que je voulais, c'est ça, bon, je cherchais mon mot, je la confirme. Cette piste, c'est Tcherno Baldé. Ça m'a été confirmé ce week-end. Il est pisté. Voilà. Il est pisté. Le club s'est renseigné sur lui. Il a fait une saison pleine au Havre. Il est polyvalent parce qu'il est capable de jouer arrière droit dans une défense à droit et piston droit. Il a été plutôt bon. Maintenant, est-ce qu'il sera meilleur que Jonathan Klaus? Je ne sais pas. Alors après, la question est de savoir si Tcherno Baldé rentre dans le groupe lensois, ça veut dire que Frankowski va toujours rester à gauche. S'il recrute pas, pour moi, Frankowski sera titulaire avec Kabou en rota. Et puis le petit Pereira, il renouvelle pas. Alors après, il pourrait rentrer dans la rota si Pereira renouvelle pas son contrat. Donc voilà, il fait partie, il est supervisé parce qu'il y a plusieurs scénarios qui font qu'il y aurait peut-être besoin d'un troisième piston droit et que comme il est polyvalent et ça je vais en parler après, on va peut-être perdre un défenseur malheureusement, il sera peut-être utile aussi dans le groupe parce qu'il est capable de jouer à droite. Voilà. Donc à suivre, en sachant que Djoubal est toujours suivi, même s'il a prolongé. Selon les départs, le club n'hésitera pas à mettre le chéquier pour prendre ce défenseur. Voilà, clairement. Alors au rayon des départs, il y a eu des échos qui ont été corroborés et confirmés, qui ont été corroborés ou positivés, si je puis me permettre l'expression, par certains tweetos qui connaissent un petit peu l'entourage des joueurs. Gradit partirait. Voilà. Alors ça a fait des broncas, tout le monde en a pris plein la gueule. Moi je dis pas. J'ai pas beaucoup d'infos sur les départs, mais c'est vrai, et ça on me l'a dit, que sa femme souhaite quitter le Nord et se rapprocher de sa famille. Voilà. Et à son âge, Grady voudrait connaître l'Europe. Voilà. Donc il serait pressenti fortement du côté de Rennes, voire peut-être même de Nantes, mais plutôt de Rennes. C'est pas une info sûre à 100%, mais c'est pas une info sûre à 100%. Il n'y a rien de fait, c'est ça que je veux dire. Mais ça en prend le chemin. Gradit pourrait partir. Voilà. Parce que j'ai vu l'info, j'en ai discuté un petit peu, et puis j'ai voulu un peu creuser. Et en creusant, j'ai eu l'info, c'est clair. Il y a une volonté de se rapprocher de sa famille qui est sur la côte atlantique, mais il serait pas contre un départ. Voilà. Le club n'est pas contre un départ non plus si le billet est important, en sachant que ça serait Christopher Wu qui prendrait la suite. En sachant qu'il a montré de belles choses, même si c'est pas toujours bon, mais c'est très jeune et ça a besoin de jouer. Et je pense il peut prendre la suite de manière raisonnable, clairement. Donc ça, c'est les infos. Après, j'ai zéro info sur les départs, les joueurs qui partent, etc. Ça, on n'en sait rien. Personne ne sait, mais ça, oui, l'info, comme quoi il y a une envie de sa famille de se rapprocher du reste de ses proches là-bas plus bas, c'est un fait. Voilà. Maintenant, il n'y a rien de fait. Et puis, le joueur est pas forcément dans une optique de partir, mais il est à l'écoute de sa famille, ce qui est plutôt logique. Voilà. Le truc aussi, c'est que ça va surtout dépendre aussi ça va surtout dépendre de l'importance de la fin de cycle à Lens. C'est-à-dire que clairement, si les départs sont plus importants que ce que j'avais dit, c'est-à-dire pour moi, 3 départs, il y aura sûrement une cascade de départs parce qu'il y a des joueurs qui vont vouloir sécuriser leur saison, c'est-à-dire jouer dans un club qui sera un peu plus stable au niveau de l'effectif. Maintenant, il va pas y avoir une saignée non plus, c'est impossible pour moi que le club, surtout avec des contrats de longue durée, c'est impossible que le club décide de faire ça, mais bon, on verra bien.
On verra bien. Mais voilà, Gradit pourrait être partant, clairement. Alors, on parle d'un intérêt pour Facundo Medina. Ah, de toute façon, tous nos joueurs vont être sollicités. Maintenant, c'est au club de savoir ce qu'il veut faire. Après, si le club reçoit des gros chèques, il aura largement le temps. Le mercato vient à peine de commencer pour restructurer son équipe. Après, oui, bah, on repart un peu sur une feuille blanche, mais c'est le football. Moi, je m'inquiète pas plus que ça. Je m'inquiète pas plus que ça. Surtout que les joueurs pistés sont plutôt bons et que voilà, c'est plutôt intéressant. Alors, j'avais parlé de Jesse Deminguet. Jesse Deminguet est extrêmement demandé. Le club, pour l'instant, se positionne dans une position d'attente, de surveillance. Il est sur la liste, mais le club se précipite pas, surtout si un gros milieu de terrain, je dirais pas plus, mais surtout si un gros milieu de terrain qui fait partie de la liste VIP vient à céder aux sirènes lensoises, ça changera vraiment la donne. Voilà. Mais j'en dirai pas de plus parce que je peux pas en dire de plus. Mais voilà. Pour moi, le club est dans une position d'attente. Alors pour Jesse Deminguet, j'ai discuté avec des tweetos qui sont dans son enfin qui le connaissent bien, qui sont dans son entourage. Il y a 2 clubs de Ligue 2 qui seraient intéressés fortement par le joueur. Ça me semble logique, c'est des clubs qui ambitionnent de remonter tout de suite, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a des clubs de Ligue 1 qui sont aussi dans une zone de maintien, qui souhaiteraient l'enrouler. Et le Racing Club de Lens, le joueur a le temps, se prend pas la tête, il étudie toutes les offres, mais il privilégie la Ligue 1. Maintenant, comme j'ai dit, Lens a une liste VIP, qui est une liste qui est au-dessus de tout, c'est-à-dire que si ça se fait en mode VIP, Jesse Deminguet sera beaucoup moins prioritaire dans la liste. Mais il reste quand même dans la liste. Donc c'est vrai que c'est intéressant, on a hâte de voir. Surtout que il y a 2 ou 3 très jeunes joueurs européens qui sont ciblés, on en a déjà parlé, et qui font partie aussi de cette liste. Voilà. Le club est un peu dans une position d'attente de décantation du mercato, de son mercato et du mercato en général, parce que dès que ça va se décanter, ça va commencer à discuter partout, et là le club va entrer en action, même s'il a déjà fait du travail. C'est vrai que des fois il y a certains dossiers, c'est la cascade de mercato qui les déclenche, hein. Sinon c'est très compliqué, des fois les clubs sont pas vendeurs, même si les contacts sont noués, et par le biais d'un mercato qui s'accélère et qui se chauffe, bah, ils deviennent vendeurs parce ils ont des liquidités, ils peuvent se permettre de vendre, etc. Donc c'est toujours un peu comme ça. Maintenant, le club attend, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup d'infos croustillantes pour l'instant. Et pour être franc, d'après ce qu'on m'a dit, la liste est en train d'évoluer. Mais maintenant, elle évolue aussi parce que le mercato des départs va peut-être évoluer. Voilà. Donc pour l'instant, je vous dis, on en saura sûrement plus après la présentation des premières recrues et quand ça va commencer à chauffer sur les départs, les arrivées dans le football européen. Je pense qu'on en saura un petit peu de plus. En tout cas, je reste aux aguets. Je reste toujours aux aguets. Alors, on va partir sur la deuxième partie de l'actionnaire minoritaire. Parce que j'ai creusé un peu les infos de Molina, hein. Romain Molina, il est quand même super calé sur ce type de sujet, rachat de club, etc. Donc l'info de Molina, je pense que tout le monde la connaît, mais je la rappelle quand même pour ceux qui n'ont pas suivi. L'info lâchée par Molina, c'est que le club et Joseph Ogourlian cherchent bien un actionnaire minoritaire. Et pour ça, a mandaté une banque qui est spécialisée dans ce type de choses, la banque Lazare. Ça fait plus d'1 an. En fait, ça arrivait à la montée en Ligue 1. Je pense qu'il a enclenché le projet tel qu'il l'avait déjà dit après le barrage perdu contre Dijon. Je vais y revenir parce que tout le monde semble avoir oublié cette sortie médiatique ou fait comme si elle n'était jamais apparue alors qu'elle est très très importante puisque il se passe exactement ce que Joseph Ogourlian avait dit dans cette interview à La Voix du Nord. Il avait clairement donné le projet du club parce que je pense qu'il a voulu être extrêmement comment dire, extrêmement transparent vis-à-vis de supporters qui étaient quand même extrêmement échaudés par 10 ans de Ligue 2 merdique. Il l'avait clairement dit, l'objectif c'est de monter en Ligue 1, de pérenniser le club en Ligue 1 et à moyen terme, il a dit et pas long terme, à moyen terme, de redevenir un club européen. Et pour ça, il l'avait dit qu'il n'était pas fermé et qu'il pensait même que c'était sûrement vital d'ouvrir le capital du club. Parce que à lui tout seul, il ne peut pas
rivaliser parce que le but, comme l'a dit Molina, c'est que l'actionnaire minoritaire permet au club de franchir un palier et d'aller se battre avec le top 5 pour l'Europe. C'est-à-dire l'Europe, le top 5, les 5 premières équipes. Ça veut dire ce que ça veut dire. Il n'y a pas d'autre mot à chier. Pour être dans le top 5, il faut des actionnaires qui soient solides. Alors clairement, c'est pas un petit actionnariat, c'est vraiment une grosse boîte qui est attendue. Alors, il a parlé d'une boîte avec qui ça a capoté, j'ai eu un peu plus d'infos pour un petit peu préciser, détailler les choses. En fait, c'était un groupe, une société qui est quand même importante au niveau financier, mais où ça a capoté, en fait, c'est par rapport aux 30 à 40 millions d'euros réclamés par le club au minimum pour rentrer à 40 ou 45%, je crois, du capital. Voire même plus si la société souhaite arriver jusqu'à au-dessus des 47-48%, il pourrait négocier jusqu'à 45 millions d'euros. D'après ce que j'ai compris, Joseph Ougourlian n'est pas voilà, tant qu'il est à 50,1%, il veut rester majoritaire sur le club, mais il est capable de céder une grande partie des parts en sachant qu'il y aurait l'ouverture d'une partie des parts pour l'actionnariat social populaire. Le truc il est là, c'est qu'en fait ça va jouer là-dessus, c'est-à-dire que s'il arrive à négocier un gros prix, il diminuera la part de l'actionnariat populaire, mais ça me semble logique. Mais du coup, il veut garder la majorité, donc on n'ira pas plus haut que 45%. Voilà, il resterait peut-être 5%, entre 3 et 4% du club qui serait en ligne, mais après s'il arrive à négocier moins avec un bon prix, il augmentera la partie populaire, mais j'en doute fortement, je pense que ça sera entre 3 et 4%, pas plus, et puis Joseph Ougourlian gardera pour l'instant la majorité, à moins que à Lyon ça devait être ça, puis il y a un rachat total, on sait pas, hein, des fois tombe sur un gros groupe qui veut être propriétaire du club et puis qui claque l'énorme chèque que Joseph Ougourlian peut pas refuser parce que c'est un businessman, mais ce cas n'est pas encore existant. Donc en revenant à la grosse boîte, en fait ça a capoté là-dessus parce que la boîte a présenté un projet qui était un montage financier lui permettant d'avoir ses 40 millions d'euros. Joseph Ougourlian a fait tout capoter parce que c'est pas du tout ce qu'il veut. Parce que ce système d'achat, c'était un système d'achat sur prêt, c'est-à-dire qu'ils ne mettaient pas leur argent, mais ils l'empruntaient via des montages financiers. Ce qui voulait dire que c'était un actionnariat un peu tangent, où il y avait d'autres actionnaires extérieurs à la société. Il n'en veut pas, Joseph Ougourlian. Il veut un actionnaire unique qui sort les sous de sa poche. Il veut pas d'investissement à la Lopez lié sur des emprunts sur lesquels il se rembourse en faisant du trading, en vendant très cher les joueurs, qui permettrait de rembourser l'achat, voire même de rentrer des sous dans le club, et puis d'être positif via un système de trading qui ne dure jamais bien longtemps, parce que quand tu te plantes dans le mercato, ou quand il t'arrive une couille et puis que t'es mal classé, le problème du trading c'est que il te manque tellement de sous que t'es obligé de vendre et tu vends mal. Il ne veut pas de ça, Joseph Ougourlian. Il veut un actionnaire solide qui mette du pognon dès le départ, et puis après, les résultats du club feront les bénéfices. Voilà, exactement ce que veut Joseph Ougourlian, et cette société-là, via son montage financier un peu chelou, a fait sauter Joseph Ougourlian, qui a tout de suite fait capoter le truc. Voilà. C'est ça le problème financier, parce qu'il avait parlé d'un problème financier, que les 30-40 millions, ça buguait. En fait, ça buguait par rapport à la façon de faire le montage pour les sortir, pour acheter les parts. Et Joseph Ougourlian veut pas de ça. Voilà. Donc il est très très regardant là-dessus, parce que lui, il veut un actionnaire minoritaire friqué, capable d'injecter beaucoup d'argent, qui permettrait aussi de soulager Joseph Ougourlian une partie quand même, un petit peu Joseph Ougourlian, qui met au portefeuille, même si là les choses vont mieux. Il aimerait aussi récupérer un peu de pognon, ce qui est normal puisqu'il en a injecté pas mal, et puis remettre les choses au clair. Maintenant, Joseph Ougourlian, il a un excellent carnet d'adresses. Maintenant, même s'il a mandaté une banque, il sait que la banque va passer aussi par son carnet d'adresses pour trouver des repreneurs d'une partie de ses parts. Maintenant, il veut un process terminé en fait. C'est ce qu'on m'a expliqué, c'est-à-dire que lui, il veut le packaging, c'est-à-dire lui, sur la table, il veut le dossier complet. Lui, il veut pas de négociation, lui, il veut pas négocier.
Voilà. Il veut pas rentrer dans des trucs de négociation, il veut pas que ça prenne du temps. Déjà là, ça fait 1 an. Lui, il veut des dossiers scellés sur son bureau qu'il a plus qu'à étudier avec ses avocats, etc. C'est ce qu'il a demandé à la banque. Il veut des dossiers ficelés, complets, qu'il a plus qu'à photocopier et puis à envoyer à la DNCG, etc. Le fait que le club a mandaté quelqu'un pour une reprise d'une partie des actions du club a vraiment rassuré la DNCG. Voilà, clairement, je vous le dis, la DNCG était clairement rassurée à l'idée de voir ça prenait bonne voie, en fait. Donc voilà. Mais en tout cas, on parle de gros groupes. Hein. On n'est pas sur des hommes d'affaires. Enfin, c'est possible. Mais Joseph Ougourlian cherche vraiment des garanties très solides. Si c'est un homme d'affaires, ça doit être un homme d'affaires qui a une couverture financière monstrueuse. Voilà. C'est soit une grosse société, soit un homme d'affaires. Il n'est pas très rassuré à l'idée de prendre des fonds spéculatifs américains. Il a clairement dit que ça allait. Ben, voilà, c'est pas un truc qui le botte. Lui, il préfère aller sur de la société solide. Maintenant, on est dans une crise financière, mais enfin, ça change rien. Le football français est très attirant. Beaucoup de clubs vont passer de main et vont franchir des caps. Joseph Ougourlian veut pas louper le train. Et pour ça, il va falloir qu'il ait un actionnaire minoritaire avec les reins solides. De toute façon, pour jouer le top 5, faut avoir une surface financière capable de concurrencer Nice avec Ineos. Marseille qui va sûrement être racheté, bon, c'est toujours en cours, on sait pas trop. Lyon qui vient de se faire racheter, il y a du pognon à crever, on va mettre 100 millions sur la table. En termes de mercato, ça va être une folie. Rennes, Bernard, enfin, avec la famille Pinault, c'est Pinault, hein, Rennes. Bah, il y a du pognon à crever, donc c'est monstrueux, quoi. C'est monstrueux. C'est monstrueux. Donc clairement, c'est pas évident du tout. Mais s'il a cette ambition-là, et il connaît la surface financière de ces clubs qui sont des concurrents pour dans sa tête, ça veut dire vraiment que l'actionnaire minoritaire va être très 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 puissant. Voilà. Beaucoup le craignaient, beaucoup voulaient pas de ça, voulaient rester dans un foot populaire, mais c'est du football aujourd'hui, le business fait partie du football. Moi, j'avais hâte de voir si Joseph Ougourlian allait tenir ses promesses d'après barrage. Pour moi, il est en train de cocher toutes les cases, parce qu'il est clairement dans l'optique de ce qu'il avait prévu, et c'est extrêmement rassurant. Voilà. C'est extrêmement rassurant parce que au final, on se retrouve avec un club qui va peut-être, en l'espace de 3 ans, bondir de ouf dans son évolution, quoi. Donc on a tous hâte de voir ça. Je pense pas que ça modifiera le mercato parce que ça va pas se faire là, puisque pour l'instant c'est toujours dans un système de tractation. Mais pour moi, le prochain mercato, peut-être celui d'hiver, pourrait peut-être permettre d'avoir la touche de l'actionnaire, si ça se fait entre deux. Sinon, ça sera au mercato d'été prochain. Ce qui veut dire que le mercato là est un mercato aussi de transition, où le club va peut-être essayer de valoriser sa force pour le prochain mercato avec la firme qui arrivera pour prendre les parts et puis qui mettra du pognon dans le mercato, mais aussi un mercato de transition où des jeunes à forte valeur pourront permettre aussi de s'intégrer dans un groupe où des titulaires vont être achetés, quoi, clairement. Donc on verra bien tout ça, en tout cas, c'est très excitant et on a hâte que ça évolue. Je vous dis tous à ciao, bonne journée et bonne soirée si vous me regardez le soir. Ciao.